Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui. Super. Et bien, dans ce cas, on va pouvoir commencer, même si on a encore des personnes qui sont en train de se connecter. Il nous reste peut-être 2 petites secondes. Je me dis quand il n'y a plus personne, c'est d'attendre. On y va? Bon, eh ben, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup de vous être connectés à ce webinaire. Moi, je suis Margot Holwood, donc déléguée générale de l'Institut de la transition foncière. Et particulièrement ravie de ce webinaire, du lancement donc, de la version bêta, la version test de cet outil d'aide à la décision pour les projets de renaturation. On va le présenter plus en détail. Là, il s'agit de faire une petite introduction, petite mise en contexte pour dire 2 choses. D'abord, sur la démarche de manière générale de l'Institut de la transition foncière. Et peut-être oui, d'abord en quelques mots l'ordre du jour. Hein. Donc, on va présenter le référentiel renaturation et cet outil d'aide à la décision qui est en cours de création. Et donc, les partenaires ensuite de la démarche pourront partager également les raisons pour lesquelles ils soutiennent cet outil et comment eux, est-ce qu'ils imaginent s'en saisir dans le cadre de leurs activités. Et puis, il s'agit aussi aujourd'hui de présenter la phase test de cet outil, puisqu'on est donc, hein, comme on le disait, dans une version intermédiaire, une version bêta qui va s'agir de confronter sur le terrain. Donc, ce que je voulais rappeler aussi en introduction, c'était la manière dont travaille l'Institut de la transition foncière de manière générale. L'Institut donc, est une association d'intérêt général qui a une démarche qui est éminemment collective, partenariale, puisqu'on cherche à associer dans chacune de nos productions, chacun de nos travaux, aussi bien des acteurs issus du monde de l'entreprise, promotion, aménagement, architecture, urbanisme, etc., bureau d'études, etc., que l'État et ses opérateurs. À ce titre-là, cet outil est notamment cofinancé par l'ADEME, qui est présent et qu'on remercie. Côté entreprise, donc c'est un outil qui est aussi en partenariat avec ICAD et Arpastrans qui seront là également pour partager leur retour sur cet outil. On associe toujours, bien sûr, des acteurs issus du monde de la recherche, de la société civile organisée, notamment des associations de défense de l'environnement, et puis les collectivités locales. Donc, une démarche partenariale qui nous permet de travailler sur 3 objectifs. Un premier objectif… Je me connecte et après je… Si vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Un premier objectif donc, de recherche, notamment de faire le lien entre la recherche fondamentale. Il n'y a plus de son. Ah, il il n'y a plus de son. On a été coupé, j'ai l'impression. Ouais, c'est bon, vous nous entendez de nouveau. J'ai l'impression qu'il y a un participant qui a réussi à couper les sons de, de tout le monde, mais c'est bon, normalement, vous nous entendez de nouveau. Oui. Bon Oui. Super. Donc, j'en étais aux 3 objectifs de l'Institut qui sont donc cet objectif de lien entre la recherche fondamentale et les enjeux opérationnels, de développement des outils pour la préservation ou la restauration des sols vivants et enfin de structuration de ces différents collectifs autour de cette ambition de la préservation des sols vivants. Et donc, la démarche est la suivante. Il s'agit d'abord d'identifier un besoin et de construire un comité d'acteurs autour de ce besoin, puis de travailler autour de groupes de travail pour qualifier le besoin et designer la solution qu'on va développer. Et donc, ensuite, on en arrive à cette fameuse phase test qui va nous occuper notamment aujourd'hui, avant d'aboutir à un livrable final qui sera donc consolidé grâce au retour sur le terrain.
Donc, je les ai cités, mais les revoici, les partenaires de cet outil en question qu'on va présenter un peu largement aujourd'hui et qu'il va s'agir donc de tester. On remercie donc sincèrement l'ADEME qui contribue donc sincèrement sur cet outil, ainsi que ARPAS Trans et ICAD pour leur participation tout au long de la constitution de cet outil et puis pour leur prise de parole tout à l'heure. Merci beaucoup Margot pour cette introduction. Donc effectivement, on va maintenant, avant de laisser la parole effectivement à nos partenaires, vous présenter cette version intermédiaire du référentiel micronaturation que l'on publie aujourd'hui. Donc ce sera une présentation à deux voix. Donc pour ma part, Zoé Rimbaud, ingénieure de recherche au sein de l'Institut de la transition foncière, et puis je donnerai aussi la parole à Juliette Helm de ARPAS Trans qui a pu travailler sur le projet également. Pour recontextualiser un petit peu le développement de cet outil. Donc, c'est une démarche qu'on a lancée il y a désormais un an, en mai 2024. On a mené une phase de groupe de travail entre mai et décembre 2024 avec un certain nombre de partenaires qui figurent justement parmi les différents collèges de l'Institut, donc acteurs publics, privés, associatifs, publics locaux ou nationaux. On est ensuite entré dans une phase d'approfondissement de ce qui avait été travaillé lors de ces groupes de travail pour construire la première version du référentiel que l'on publie aujourd'hui. Et là, on entre dans une phase de test de ce référentiel, de cet outil, pour aboutir à une version finale de notre outil à l'hiver 2025-2026. Je vous ai remis le calendrier jusqu'ici. L'outil intermédiaire que l'on publie ce printemps, deux fois par le tour, il y a à la fois un référentiel, c'est-à-dire un rapport écrit, un référentiel qui décrit tout comment se passe un projet de renaturation des sols, les différentes étapes, et c'est ce qu'on va vous présenter un peu plus en détail aujourd'hui. Et puis des arbres de décision qui vont accompagner ce référentiel dont on va publier la version intermédiaire justement début juin. Le livrable final, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Toujours ce référentiel de renaturation des sols qui sera enrichi suite à la phase d'expérimentation. Les arbres de décision dont on a une première version statique pour l'instant, on va passer à une version numérique pour le rendu, le livrable final de cet outil. Et puis, on va également produire des modèles de CCTP, donc de cahier des charges, à l'aide du travail qui a été effectué pendant la phase de test. Alors, si on recontextualise, pourquoi est-ce qu'on crée un nouvel outil? Quels sont les besoins des acteurs? Donc, vous avez sans doute vu passer un certain nombre d'outils, de rapports, de publications sur ces sujets dans les dernières années, les derniers mois. Donc là, je vous ai mis un petit échantillon de ce qui a pu être publié donc, par la Fédération des Scots, la FNO, l'OFB, la CDC Biodiversité. Ce qu'on constate, c'est qu'il existe des ressources qui sont particulièrement nombreuses. Un certain nombre de ressources sont plutôt à l'échelle de la planification. C'est le cas de certains des guides dont vous avez pu voir les couvertures sur la diapositive précédente. Renaturer les villes de la RBI de France, le guide de l'OFB, de la CDC Biodiversité, celui de la Fédération des Scots. L'enjeu, c'est vraiment d'être à l'échelle de la planification et de venir identifier des zones préférentielles de renaturation. De l'autre point de vue du spectre, il y a aussi un certain nombre de ressources qui existent et qui sont beaucoup plus, à une échelle beaucoup plus opérationnelle, qui sont centrées sur un aspect précis de la renaturation. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui existent sur la dépollution, sur la désimperméabilisation précisément, sur la restauration écologique des écosystèmes, mais sans forcément s'intéresser au sol, ou des guides dédiés particulièrement à la construction de technosols. Ce qu'on constate, c'est qu'entre ces deux pôles, nous, on a vraiment voulu s'inscrire entre ces deux pôles, c'est-à-dire en proposant un outil qui n'est pas à l'échelle de la planification, qui vient en complémentarité des guides existants à l'échelle de la planification et qui vient à l'échelle du projet, de l'opération de renaturation, qui s'inscrit dans une lecture vraiment multifonctionnelle des sols dégradés. L'entrée, c'est vraiment par la renaturation des sols. Cette renaturation, on l'a définie comme une refonctionnalisation écologique, donc une restauration des fonctions des sols. On s'intéresse à des sols
on va dire, anthropiser ce qu'on appelle les SUTMA, donc les sols urbains, industriels, de zones de transport minières ou de zones militaires. Donc forcément, ça exclut les sols de zones naturelles, agricoles ou forestières. Et c'est un guide qui est vraiment, enfin c'est un outil qui est vraiment destiné aux porteurs de projets, à la maîtrise d'ouvrage. Les objectifs de cet outil, c'est avant tout de faire le lien entre le porteur de projet d'un côté et puis les acteurs scientifiques et techniques qui interviennent sur les projets, les bureaux d'études notamment. L'idée, c'est vraiment de faciliter la rédaction des cahiers des charges du point de vue du porteur de projet. Il se conçoit vraiment comme un outil d'aide à la conception d'une opération de renaturation et puis d'aide au choix des techniques appropriées, en prenant en compte, on va dire, deux principaux critères, tout ce qui concerne l'état initial, donc le contexte du site, l'état des sols, et puis tout ce qui concerne l'état final, c'est-à-dire l'usage projeté. Donc voilà pour une présentation de la genèse et de ce qui a mené à la construction de cet outil. Donc cette construction, elle s'est faite dans une démarche collective, vraiment une co-construction, donc avec ce collectif constitué de 4 partenaires que Margot a nommé tout à l'heure, mais également un certain nombre de structures dont vous êtes pour certains les représentants qui ont participé au groupe de travail avec nous. Donc, on a mis quelques chiffres ici, voilà, une trentaine de structures représentées lors de ces groupes de travail et qui représentent justement un certain nombre de types de structures différentes. Maintenant, on va aller un peu plus précisément dans le cœur de ce qu'est ce référentiel et on va vous présenter plus précisément comment est-ce que ce référentiel il est construit, il est structuré. Donc là, on parle bien du référentiel écrit qui sera accompagné d'arbres de décision. Voilà, donc Juliette, je vais laisser la parole à Juliette Helm qui va vous présenter justement voilà, la manière dont ce référentiel est structuré. Merci Zoé. Bonjour à toutes et tous. Merci Margot et Zoé donc, pour cette première partie. Je vais rentrer un petit peu plus dans la structure du référentiel. Donc, comment est-ce qu'on l'a articulé? On l'a articulé de manière chronologique, mais pas vraiment. Vous allez comprendre pourquoi. Avec donc 3 grandes parties. Une première sur comment définir son projet de renaturation, dans laquelle on aborde les études préalables et la conception. Une seconde partie plutôt sur la réalisation, donc les travaux. Et une troisième partie où on parle d'évaluation des fonctions des sols et de la gestion une fois que les fonctions sont retrouvées. Pour vous montrer un petit peu plus comment ça s'articule avec la chronologie de projet, je propose qu'on passe sur la slide d'après. Merci Zoé. Donc là, vous avez en haut une frise de projet un peu classique. Et en dessous, comment est-ce qu'on a, nous, organisé les parties et sous-parties de notre référentiel. C'est une figure qui intervient assez rapidement dans le référentiel pour vraiment guider le lecteur et qu'il puisse aller chercher l'information en fonction de ce dont il a besoin, selon son stade de projet, etc. Donc d'abord, dans la partie 1, on va traiter, comme je vous disais, tout ce qui est études préalables. On a également donné quelques clés pour aider à choisir son site à renaturer si on a le choix entre plusieurs actifs, par exemple. On a ensuite listé un petit peu toutes les études préalables, les diagnostics initiaux qu'il fallait mener dans un projet de renaturation, mais d'abord dans cette première partie en restant assez macro, j'ai envie de dire, avec plus une liste d'études à réaliser et en faisant bien sûr un focus sur les études de sol, mais pour aller plus loin dans l'évaluation des fonctions, il faut aller en partie 3, où là on va vraiment détailler les indicateurs de paramètres du sol en fonction des fonctions et en fonction des fonctions, c'est beaucoup de répétitions, et des objectifs de renaturation surtout, et j'y reviendrai juste après. On a également donc la partie conception qui est traitée dans la partie 1, donc comment spatialiser son projet, comment le planifier aussi, une partie sur la définition des objectifs de renaturation et une partie 2 donc qui est plus pratico-pratique sur la réalisation et les travaux, on y reviendra aussi juste après. Et donc cette fameuse dernière partie sur l'évaluation des fonctions des sols retrouvés et quelques éléments sur la gestion et le maintien. De manière plus transversale, on a abordé aussi la recherche de financement et le sujet de la concertation, qui est un élément clé pour la réussite des projets, et également l'anticipation et le suivi du chantier, qui est aussi un élément facteur de succès pour les projets de renaturation. Dès lors qu'on parle de sol dans les travaux, il y a pas mal d'éléments à prendre en compte qu'on a tenu à détailler. On peut passer à la slide d'après, merci Zoé. Donc pour ce qui est de la partie 1, je ne vais pas vous redétailler toutes les parties. L'idée, c'était de faire un petit focus sur la hiérarchisation des objectifs de renaturation. Donc on peut passer à la suite directement.
L'idée de hiérarchiser les objectifs, ça a été de traduire finalement opérationnellement un petit peu l'idée de service écosystémique. On a voulu en fait pouvoir faire le lien entre un état initial de site, des contraintes de projet et le contexte, et traduire ça en objectif de refonctionnalisation de sol. On a choisi cette approche pour qu'elle soit la plus opérationnelle possible et la plus compréhensive aussi. Donc, les 5 objectifs qu'on a choisi de conserver, c'était donc le premier, accueillir la biodiversité, ensuite améliorer la gestion des eaux pluviales, créer des zones cultivables, maximiser la fraîcheur et enfin garantir l'appropriation des espaces par les usagers. Et derrière chacun de ces objectifs, en fait, on va venir prioriser certaines fonctions des sols pour en fait orienter un petit peu son projet de refonctionnalisation. À savoir que la gestion de la pollution, on a choisi de la traiter de manière transverse puisque c'est une obligation qui est réglementaire. On peut passer à la suite, merci. Petite illustration qui montre un petit peu donc, comment est-ce qu'on a traduit cette approche dans le référentiel. Donc d'une part, on a les contraintes projet donc, qui peuvent être inhérentes par exemple à la typologie de projet, avec un usage souhaité absolument dans des espaces extérieurs. On a aussi des contraintes qui peuvent être liées au PLU. On a aussi des contraintes qui dépendent du site sur lequel s'implante le projet, donc avec différents degrés d'anthropisation des sols, par exemple, et aussi des éléments de contexte. Exemple, est-ce qu'on se trouve en zone inondable? Et plein d'autres éléments de contexte, qu'ils soient écologiques, hydrologiques, etc. Et tous ces éléments-là, finalement, dans le référentiel, on va essayer de les conjuguer et d'amener la bonne réflexion pour les conjuguer et retravailler le projet pour qu'il soit le plus en cohérence avec tout ça, à la fois avoir quelque chose qui a du sens donc sur toutes les thématiques et aussi au final minimiser un petit peu son effort puisqu'on va aussi prioriser de préserver les sols qui sont déjà un petit peu fonctionnels, privilégier la construction sur des zones scellées par exemple. Enfin, voilà, c'est toute une approche qu'on essaie de détailler dans la première partie du référentiel par le biais notamment de la priorisation par fonction. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'idée aussi, c'est d'appuyer sur le fait que c'est hyper important de faire collaborer les différents acteurs et les différentes expertises à ce stade. On l'appuie bien dans le référentiel, notamment les expertises sols, qu'elles soient l'écologie des sols, agropédologie, cité sols pollués, mais aussi paysage et les compétences d'écologue. Tout ça, c'est des expertises qu'il faut bien faire collaborer pour aboutir à un projet qui ait le plus de sens. Pour ce qui est de la partie un peu plus travaux, réalisation, on a retraduit un petit peu la chaîne de valeur d'un projet de renaturation, en tout cas pour la phase réalisation, donc des travaux de préparation, donc dès le décroutage, le dessalement des premières couches imperméables. Les autres travaux de préparation, donc, qui peuvent être l'excavation, le tri, le transport des matériaux, mais aussi la gestion des espèces exotiques envahissantes. On a également voulu traiter tout ce qui était remise en état des sols. Je crois que Zoé y reviendra un petit peu plus tard. Et enfin, la partie réaménagement écologique. Donc, une fois qu'on a recréé ou amélioré notre sol, qu'est-ce qu'on vient mettre dessus ou pas? Est-ce qu'on laisse recoloniser de manière spontanée? On a essayé voilà, de réexpliquer un petit peu tout cela. Et on voulait vous donner un exemple d'abord sur le sujet excavation, dessalement, pardon. L'idée, c'était d'avoir un petit peu un panel de méthodes qui sont employés actuellement sur des projets de renaturation et d'avoir des moyens de comparaison. Donc, par exemple, sur les techniques de dessalement, on a choisi d'avoir un comparatif sur des échelles de temps, des échelles de coûts, mais aussi en termes d'impact environnemental ou encore de réutilisation des matériaux. Ce qui fait qu'en fonction de ces contraintes de projet, donc de la surface à traiter, de l'épaisseur de la nature du revêtement, des objectifs spécifiques de projet ou encore de son contexte environnemental, on va pouvoir faire le choix de certaines méthodes. Et ça, on l'a détaillé donc notamment pour les parties dessalement, excavation. Merci beaucoup Juliette pour cette présentation. Donc, je prends le relais sur voilà, d'autres zooms qu'on va faire sur d'autres éléments du référentiel. Voilà, une fois qu'on a préparé le site, qu'on a décellé, qu'on a excavé, il s'agit de remettre en état les sols. Donc, ce qu'on entend par remise en état, c'est à la fois l'éventuelle gestion des pollutions en fonction des contextes, mais aussi de l'amélioration ou la création de nouveaux sols. Donc, l'idée clé du référentiel, c'était vraiment de pouvoir orienter le porteur de projet dans sa stratégie d'amélioration et de création de sol, à la fois en fonction de l'état initial du sol et en fonction des objectifs qui sont visés, et notamment des
fonctions du sol qui sont priorisées. Donc là, vous voyez un peu le schéma conceptuel, enfin, qui pose un peu les principes des différentes prises de décision qu'on doit faire lorsque on choisit d'améliorer ou de créer un sol. Donc, il s'agit d'abord de caractériser les sols en place, de venir spatialiser les différents usages prévus en fonction des types de sols, et donc de venir spatialiser ces objectifs en fonction des usages qu'on aura identifiés. Et en fonction de ces usages, on va venir élaborer différents modèles de sol qui soient le plus adaptés possible aux usages attendus. Là, on a mis des schémas un petit peu, on va dire, schématiques de ce qu'est un technosol et des différents types d'horizons auxquels on peut s'attendre en fonction évidemment des usages prévus. L'idée ensuite, c'est d'aller plutôt sur une stratégie d'amélioration, donc de maintenir le sol ou le substrat en place et de venir l'améliorer, ajouter des substrats, des amendements, etc. L'autre option, c'est de venir reconstruire un sol à partir notamment de matières qui sont soit exogènes au site, soit qui proviennent directement du site dans une logique d'économie circulaire. Donc voilà, ça, c'est toute une partie qui est traitée dans le référentiel. Et puis enfin, il y a cette troisième partie du référentiel sur l'évaluation du projet de renaturation. Alors, je dis enfin, mais comme Juliette l'a précisé, on n'est pas tout à fait dans quelque chose de chronologique. Hein. Cette partie évaluation, elle vient, on va dire, préciser un petit peu plus en détail les différents critères et les différents indicateurs pour évaluer un projet de renaturation, mais c'est des éléments, bien sûr, qu'il faut prendre en compte dès l'amont, dès le diagnostic initial. Ce qu'on fait dans cette partie, c'est notamment qu'on essaye de creuser le lien entre les objectifs de renaturation qui ont été présentés tout à l'heure et les fonctions écologiques des sols. Donc là, on retrouve les 5 objectifs qui ont été identifiés, on les relie à certaines fonctions des sols. Donc là, c'est encore, encore assez schématique. On a des arbres de décision qui vont venir précisément orienter vers telle fonction des sols en fonction de nos objectifs. L'idée, c'est à la fois d'être dans une logique multifonctionnelle, c'est-à-dire un objectif n'est pas égal à une fonction, mais quand même d'essayer de prioriser, de recadrer, de se dire quelles sont les fonctions des sols prioritaires en fonction de mon projet. Et puis, l'autre enjeu, c'est de relier les fonctions aux indicateurs. Donc, ce référentiel, il ne propose pas de méthode d'évaluation, on va dire, avec une logique de notation où on aurait un outil type d'évaluation qui propose une notation. Nous, ce qu'on propose, c'est plutôt une démarche, une manière de faire, un protocole, en fait, pour justement que le porteur de projet puisse construire sa propre stratégie d'évaluation de la manière la plus adaptée à son contexte et puis à ses objectifs. Donc là, évidemment, c'est assez dans le détail, mais l'idée, c'était vraiment de lister, on va dire, différents indicateurs en fonction de ces grands objectifs. Ce qu'on fait, c'est qu'on va venir justement donner un certain nombre d'informations sur les indicateurs pour aider à la décision. Est-ce que ce sont des indicateurs stables ou dynamiques, c'est-à-dire quelle est leur temporalité? Est-ce qu'on peut les mesurer directement au moment de la livraison du projet, ou bien est-ce qu'il faut attendre quelques années? Si oui, combien d'années? Est-ce que ce sont des indicateurs qui sont plutôt à observer sur le terrain ou bien en laboratoire? Ce sont donc des éléments qui vont permettre d'orienter la décision et puis la stratégie du porteur de projet. Donc voilà pour une première présentation de ce référentiel qu'on publie aujourd'hui. Donc ce référentiel, il est aussi articulé à un arbre de décision. Donc, comme j'ai précisé en amont, cet arbre de décision, il est destiné à être numérique, c'est-à-dire à être un outil en ligne qu'on utilise de manière numérique. Là, puisqu'on est dans cette phase de version intermédiaire de l'outil, pour l'instant, on a un certain nombre de segments d'arbres de décision qui viennent s'accrocher à différentes parties du référentiel. Donc là, on a listé ces différents segments d'arbres de décision qu'on a construits en fonction de la temporalité. Donc, par exemple, l'évaluation, on l'a mis de manière transversale parce qu'en fait, sélectionner ces indicateurs d'évaluation, en fait, ça se fait à la fois en amont et puis aussi en aval du projet.
Et sinon, les autres arbres de décision sont globalement reliés à différentes parties du référentiel. Donc, pour que vous voyez un petit peu à quoi ça peut ressembler, là, on a mis quelques exemples, quelques extraits d'un des arbres qui vise à prioriser les objectifs de renaturation. L'idée, c'est de se dire quels sont les enjeux, quel est le contexte de mon projet, en fonction de l'usage final, quels sont les principaux enjeux, et donc quels sont les grands objectifs en fait, de mon projet de renaturation. Donc là, c'est un arbre qui fonctionne de manière, on va dire, de manière pondérée, c'est-à-dire qu'en fonction des réponses aux différentes questions, ça va venir pondérer les résultats finaux. Donc voilà, ça vous donne une première idée de ce à quoi ressembleront ces arbres de décision. J'ai l'impression que tu as un problème de mise en page. Je ne sais pas si la présentation est... Si vous voyez bien la présentation. Elle est coupée de part et d'autre, Alors, à droite et à gauche. Arrêter le partage et puis le remettre. Alors... Alors, c'est peut-être un petit problème de connexion, parce que c'est un peu flou, mais on va continuer comme ça. Donc, on va maintenant laisser la parole aux différents partenaires de la démarche. Donc, peut-être on va commencer par donner la parole à Cécile Grand, qui représente ici l'ADEME et qui nous soutient dans cette démarche, et qui va expliquer un petit peu pourquoi l'ADEME nous soutient dans cette démarche. Oui, bonjour tout le monde et merci Zoé de nous laisser la possibilité de nous exprimer sur le fait que l'ADEME cofinance une partie de cette initiative qui a déjà commencé depuis plusieurs mois et qui est d'une grande ampleur. Donc, quelques chiffres clés pour présenter l'ADEME qui depuis 30 ans participe à la réhabilitation des sites pollués. Donc, elle intervient à plusieurs niveaux. Dans certains cas, en tant que maître d'ouvrage, dans le cas des sites à responsable défaillant, dans le cas d'une menace grave pour l'environnement et une menace grave sanitaire, l'ADEME met en sécurité les sites pollués avec un budget d'environ 20 millions d'euros par an. On a à peu près 170 sites qui sont gérés simultanément à l'heure actuelle. Et depuis 30 ans, on peut compter 600 sites pollués qui ont été mis en sécurité. Une autre action de l'ADEME est la reconversion des friches, avec, on voit sur le graphique à droite, une ampleur qui est liée au plan de relance, qui a démarré en 2020, puis qui s'est transformé en fonds vert, et qui a permis à l'agence de participer à la reconversion des friches polluées, en même temps, sur la partie dépollution, avec une aide dans le cas des projets qui présentent des déficits d'opération, des déficits financiers. Donc, dans le cadre du fonds vert, à l'heure actuelle, on a un budget de 32 millions d'euros pour à peu près 69 lauréats, pour à la fois des aides aux études et aux travaux. On peut participer aussi à l'accompagnement des collectivités pour élaborer une stratégie ZAN. Alors ça, c'est une opération qui a démarré en 2021 avec un budget qui a été défini en 2021. Où à l'heure actuelle, ça se poursuit, mais avec un budget différent. Donc, on n'a pas pour l'instant de budget à annoncer de façon annuelle, mais on espère donc à l'avenir avoir quelque chose de beaucoup plus consolidé, sachant que ça a démarré par un AMI, donc de façon ponctuelle. Et quelque chose qui est récurrent également, c'est la participation, la production de connaissances, et la participation au référentiel de renaturation fait partie de cette mission-là, où on a un budget permettant de à la fois lancer des appels à projets de recherche, mais également des études générales comme celle sur laquelle on se trouve. Donc, slide suivante. Pourquoi l'ADEME cofinance le référentiel de renaturation ? Eh bien, parce que dans le cadre du fonds vert, l'ADEME accompagne techniquement et financièrement les projets de renaturation. On voit que ces projets, donc, grâce au fonds vert, la reconversion des friches a pris de l'importance, et les projets de renaturation, même s'ils sont minoritaires, arrivent de plus en plus fréquemment. Et ces opérations de renaturation font appel à des techniques que j'appelle innovantes, à partir du moment où il faut un peu
faire différemment, car ces usages nécessitent une bonne caractérisation des sols. Et on est sur des choses un peu nouvelles, qui nécessitent d'ailleurs une transversalité dans la prise en compte de ces solutions de renaturation, puisqu'on fait appel à des connaissances dans le domaine de l'écologie, des sciences du sol, de l'urbanisme, de la chimie, de l'écotoxicologie. Et donc, on a besoin aussi de bureaux d'études experts dans tous ces domaines pour intervenir sur ces opérations de renaturation, surtout dans le domaine de la pollution des sols. Et il faut également que l'on s'assure que les projets qui sont faits de renaturation sur les sites pollués respectent la nécessité de maîtriser les risques sanitaires et environnementaux et donc sont bien en cohérence avec la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués. Donc là, je reprends les critères principaux que l'on regarde lorsqu'on évalue ces projets, mais on en a déjà parlé. C'est la maîtrise du risque sanitaire environnementaux en lien avec un bilan coût-bénéfice permettant de justifier l'opération de renaturation et le temps qui est un critère en fait majeur puisque dans les solutions proposées, on a différents types de solutions. Certaines sont plus drastiques mais plus rapides, d'autres sont beaucoup plus lentes et on a le facteur temps est bien à considérer dans ces projets de renaturation. Voilà, on a aussi la nécessité de s'assurer que ces projets de renaturation et ces friches après reconversion intègrent donc les SIS, c'est-à-dire les systèmes d'information sur les sols qui ont été mis en place et introduits depuis 2014. Slide suivante. Alors, comme on n'a pas volontairement, donc il n'a pas été énormément parlé de la pollution des sols dans la présentation de ce référentiel, le sujet est présent en fait, de façon transversale dans ce référentiel. Volontairement, on l'a mis à plusieurs endroits, puisque la pollution des sols doit être prise en considération dès le départ de l'opération. Et c'est un sujet supplémentaire, mais pas forcément majeur. Donc, on voulait qu'il soit présent en rappelant certains principes fondamentaux. Le premier, c'est que le traitement des sources de pollution et des pollutions concentrées doivent être traitées dès le départ. Elles sont analysées avec une étude géostatistique indépendamment des considérations sanitaires, c'est-à-dire que lorsqu'on se retrouve avec un sol qui a subi des déversements de produits chimiques ou lorsqu'on est face à des pollutions concentrées, il ne faut pas essayer de construire une opération de renaturation. Ces sols très pollués doivent être de toute façon traités dans tous les cas. Alors, plusieurs solutions, hein. Ça peut être de l'excavation, comme ça peut être des opérations de dépollution. Et lorsque l'on n'est pas en phase de pollution concentrée, la gestion de cette pollution se fait en fonction du risque sanitaire et environnemental, en lien avec l'usage futur. Voilà, donc ces travaux doivent nécessiter un plan de gestion, et dans le plan de gestion, à la fois doivent être écrits les opérations de dépollution, mais on doit y intégrer aujourd'hui des opérations de renaturation, qui sont des opérations supplémentaires qui doivent être proposées dans le plan de gestion. Cela signifie qu'aujourd'hui, dans les diagnostics qui se font actuellement, qui ne font que du diagnostic pollution, il faut y intégrer des notions de santé des sols et il faut intégrer d'autres paramètres comme l'agronomie, des paramètres une caractérisation aussi biologique, agronomique, pédologique, qui sont des caractéristiques qui doivent aider le porteur de projet à intégrer ce projet de renaturation dans le cadre de son projet de dépollution. Voilà, donc le référentiel est un premier référentiel pour nous qui permet de montrer qu'il est possible d'intégrer la santé des sols dans les plans de gestion afin d'améliorer aussi cette qualité dans tout le processus de renaturation. Voilà, merci. Merci beaucoup, Cécile. On va maintenant laisser la parole à Antoine Boudin pour ICAD. Je précise qu'il y aura bien une petite séquence de questions-réponses à la fin. Bonjour à tous et toutes. Merci beaucoup à l'Institut pour le temps de parole et merci à toutes les structures qui ont pu participer au groupe de travail et qui ont pu échanger. C'était très intéressant et on est très content de pouvoir participer et cofinancer aussi ce travail plus spécifique. J'ai proposé juste d'aborder en une slide un petit peu
pour ICAD, les deux grands enjeux pour nous. Alors, les enjeux systémiques de biodiversité, de protection des sols, ils ont été parfaitement présentés. Mais aujourd'hui, ça nous amène, nous, en tant que ICAD, donc ICAD, c'est une foncière, on possède et on loue des bureaux. Et côté ICAD, on est aussi un promoteur immobilier, donc on va chercher du terrain et on va construire. Ces enjeux-là, aujourd'hui, ils transforment de plus en plus notre métier. On doit avoir une approche du foncier qui est de plus en plus perturbée, qui est en train de changer. J'ai mis un petit plan cadastral pour essayer de reprendre un peu une des raisons d'être de l'Institut, qui est de lever ce voile du plan cadastral pour justement aller rechercher autre chose qu'un plan, un cadastre, une parcelle imposée par un PLU. Et aujourd'hui, les enjeux pour un promoteur, ils sont là. Le modèle est en train de changer. Les ressources foncières sont plus les mêmes. On a des sujets de rénovation également. L'objectif pour ICAD de participer à ce travail-là, avoir lancé aussi, à participer au lancement de l'Institut, c'est justement de décortiquer tout ça et de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, quel va être notre métier aujourd'hui et demain. Une notion de biodiversité qui n'était pas du tout abordée jusqu'à très récemment pour les développeurs, donc les personnes qui sont en charge de trouver du foncier. Donc on voit que ça commence à bouger. C'est très important pour nous aujourd'hui de faire entrer dans notre grille de lecture ces enjeux-là. Donc pour ça, il faut qu'on participe à des groupes de travail, il faut qu'on comprenne, il faut qu'on ait des outils très opérationnels. Et je pense que le guide référentiel vient bien s'inscrire là-dedans, permettre aux opérationnels, on parle des porteurs de projets, sur toutes les phases d'une opération, qui puissent comprendre ce que ça veut dire qu'une la renaturation. Je prends l'exemple d'une filiale d'ICAD qui s'appelle Synergie Urbaine et qui porte une offre qui s'appelle Ville en Vue. Et Ville en Vue répond à un besoin des élus, des aménageurs, de grands propriétaires fonciers qui ont des multiples et grands fonciers au niveau national et qui ont une charge foncière avec souvent ces Ville en Vue adressent en partie des centres commerciaux. Les centres commerciaux, prochainement, ça peut être des terrains où on va construire, et c'est des terrains qui sont tout en partie artificialisés. Il y a un axe très fort de l'offre Ville en Vue qui est de dire comment on renature, comment on réinstalle de la biodiversité qui est partie quand on est arrivé pour construire. Et ça, on a besoin de méthodologie, on a besoin de littérature scientifique. Et tout l'enjeu du groupe de travail, en tout cas pour nous, c'était déjà de bien saisir, encore une fois, ces enjeux-là, cette méthodologie, pour ensuite la transformer en outils très opérationnels qui vont nous permettre aussi de dialoguer. Ça, on s'en est rendu compte un peu, je pense, dans le groupe de travail, que c'était aussi important pour nous d'avoir un guide, un référentiel commun qui nous permette de dialoguer avec toutes les parties prenantes. Alors, les parties prenantes, c'est du coup en phase de développement, c'est les élus, c'est les aménageurs. Mais une fois qu'on en rentre un petit peu plus dans le projet, sur différentes phases, c'est aussi les paysagistes avec qui on travaille. C'est rentrer vraiment finement dans le détail de qu'est-ce qu'on va mettre dans un CCTP pour renaturer. Parce que voilà, Cécile, on l'a bien montré. On est obligé de rentrer dans ce détail-là et maintenant, encore une fois, ça doit rentrer dans notre grille de lecture, notre grille de développement pour adresser des fonciers. Et des fonciers, du coup, qui sont de plus en plus complexes. Sur les entrées de ville, c'est artificialisé, il y a beaucoup de propriétaires, ça adresse de multiples enjeux. Et encore une fois, avoir cet outil, cette réponse opérationnelle, ça nous permet d'être plus à l'aise et surtout de faire les choses correctement. Donc voilà un petit peu rapidement, mais c'est important pour nous de participer à tous ces groupes de travail-là. On va en lancer un autre avec l'Institut, mais pour être vraiment acteur et transformer, encore une fois, j'insiste là-dessus, mais le modèle du promoteur est en train complètement d'évoluer, d'être transformé. Et c'est important pour nous de baigner là-dedans pour aller dans le bon sens. Voilà. Merci beaucoup, Antoine. Et donc, on va maintenant laisser la parole à Martin Sénéchal pour Airpass Trans et Gondwana. Oui, merci beaucoup pour cette prise pour cette invitation à la prise de parole. Merci à l'Institut aussi de nous faire confiance sur le sujet du mécénat de compétences, et ce depuis plus d'1 an.
Et on est ravis de voir ce travail collectif avec vous. Alors, qu'est-ce qui a fait que pour nous, Arpastrans, et notamment l'équipe Gondwana, les 20 écologues, ingénieurs, agronomes, paysagistes de l'équipe, a motivé ce choix de s'inscrire dans ce mécénat de compétences? On est un collectif qui travaille depuis plus de 10 ans sur les sujets de biodiversité en ville, de prise en compte de ces thématiques. Et on se rend compte que finalement, le sol, c'est encore aujourd'hui, finalement, la face cachée de cette prise en compte de la biodiversité. On évalue la biodiversité animale, la biodiversité végétale, mais on a encore du mal à considérer les sols urbains. Et donc, évidemment, avec notre vision de biologiste, on avait envie de pouvoir participer activement à mieux considérer finalement cette ressource sol, faire en sorte de remettre en avant cet enjeu et donc de participer activement à ces travaux. Et donc, pour nous, voilà, la volonté, c'est vraiment de mettre notre expertise technique pour mieux conscientiser l'importance des sols et des sols urbains et de pouvoir aussi, par l'intermédiaire du travail qu'on mène avec l'Institut, pouvoir comment dire, influencer positivement toutes les actions annexes qu'on peut porter. On travaille par exemple actuellement sur la révision du label Biodiversity Construction où les équipes ont évidemment cherché à mettre en avant le facteur sol et à mieux considérer les critères autour de cette thématique. Et puis évidemment, traiter ces sujets du sol, c'est un sujet qui vient compléter notre positionnement global. Arpastrans est un acteur qui est engagé depuis toujours dans l'immobilier durable et qui a toujours cherché à faire évoluer cette filière dans un sens de durabilité. Donc prendre en compte les sols, c'est évidemment s'inscrire dans cette démarche. Et je rejoins ce qui vient d'être dit par mon confrère Dicad juste avant. C'est évidemment aussi de traiter des enjeux globaux autour de la biodiversité et de la résilience climatique urbaine. Hein. Le sol est quand même un enjeu très fort pour rafraîchir nos villes et s'adapter au réchauffement climatique. Et puis, c'est une volonté de s'inscrire et de contribuer activement à la structuration de la filière. De continuer à entre guillemets ingénieriser ce métier d'écologue urbain, le rendre plus technique, plus adapté aux enjeux de demain et pouvoir donc adapter nos villes à tous les grands enjeux qui s'offrent à nous. Merci Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup pour toutes ces interventions. Alors, assez rapidement, avant qu'on vous laisse la parole, je pense qu'on maintiendra le webinaire ouvert jusqu'à 14h15, enfin, selon les questions, mais pour vous laisser le temps quand même d'avoir un vrai échange de questions-réponses. Donc maintenant, voilà qu'on a publié cette version intermédiaire du référentiel, on rentre dans une phase de test pour la fin du printemps, l'été et l'automne 2025. Qu'est-ce qu'on entend par test? Donc, un test auprès de 4 porteurs de projets, donc 4 projets différents, avec différentes caractéristiques, autant du point de vue de la temporalité, donc du stade d'avancement du projet, différents usages qui sont projetés, différentes situations foncières également. L'idée, c'est idéalement d'avoir quand même des spécificités qu'on aimerait vraiment pouvoir prendre en compte, notamment la question de la production alimentaire, donc avoir au moins un site dédié à un usage de production alimentaire, avoir également au moins un site confronté à des enjeux de gestion de la pollution. Les expérimentations, elles se font sur différentes sections de référentiel. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment un référentiel de l'amont jusqu'à la réalisation et même à l'évaluation du projet. Évidemment, il ne s'agit pas de tester l'ensemble du référentiel sur chaque test, mais bien de venir tester des sections. Donc, on a un peu 2 types de tests. Le premier type de test, c'est vraiment des projets qui sont très en amont. L'idée, c'est de venir aider à prioriser à la fois les objectifs de renaturation, ce qu'on a pu présenter tout à l'heure, prioriser les études à réaliser au préalable et vraiment aider à la conception du projet à proprement parler. Le deuxième type de test, on est sur des opérations qui sont déjà entamées, qui sont un peu plus dans l'opérationnel, on va dire, et là, on va vraiment accompagner au niveau du choix des techniques. Donc, les armes de décision, notamment dédiées au choix des techniques, de dessalement, d'excavation, mais aussi au choix de la stratégie d'amélioration ou de recréation de sol.
Ces tests, ils supposent voilà, des analyses de terrain à mettre en œuvre, donc à la fois diagnostic, agro-pédologique et puis de biodiversité des sols. En termes de calendrier, donc là, on lance aujourd'hui l'appel à manifestation d'intérêt pour les tests de l'outil. Donc, on vous invite évidemment, si cela vous intéresse, à répondre. On vous mettra le lien juste après à cet appel à manifestation d'intérêt qui va être clôturé le 6 juin 2025 pour voilà, entamer vraiment les tests courant juin 2025 jusqu'à l'automne prochain. Donc, en termes de modalités, c'est un test qui notamment va pouvoir s'adresser, entre autres, aux adhérents de l'Institut, mais également à des structures non adhérentes. Il faudra prendre en compte, évidemment, des diagnostics de sol. Donc, petit rappel, hein, on vous avait mis cette slide au début, mais sur les productions de la démarche. Donc là, on est sur ce livrable intermédiaire. À l'hiver prochain, on aura un livrable final qui va être enrichi suite à cette phase de test avec le référentiel qu'on vous a proposé enrichi, un arbre de décision qui va passer en version numérique et puis un modèle de CCTP. Donc voilà, n'hésitez pas, on vous a mis un QR code et un lien et puis on vous enverra à toutes les personnes inscrites, évidemment, juste à la suite de cette réunion, on vous enverra le lien de l'appel à manifestation d'intérêt si vous souhaitez justement bénéficier d'un accompagnement, voilà, que ce soit la conception ou la réalisation, ou même l'évaluation de votre projet de renaturation. Voilà, je ne sais pas si je peux dire quelques mots de conclusion avant de passer aux questions. Non, on peut prendre vos questions et puis on espère avoir beaucoup de vos projets dans les candidatures à cet appel à la manifestation d'intérêt pour tester cet outil qui est fort attendu et utile pour accompagner les projets de renaturation. Merci de votre attention. Est-ce que quelqu'un a une question ? Ou levez la main ou vous signez dans le chat. Monsieur Hugo Morer, vous avez la parole. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci pour cette belle présentation et pour le projet que je découvre et qui est très intéressant. J'avais une question notamment par rapport aux indicateurs et à la question de la façon dont ils ont été choisis et les liens qu'ils ont avec des études nationales comme Indicasol et le lien aussi qu'il pourrait y avoir avec toute la loi cadre des sols. Parce que du coup, pour placer le contexte, on avance aussi, nous, sur des méthodes pour travailler sur la fonctionnalisation des sols, notamment dans le pourtour méditerranéen avec un sujet spécifique à Marseille. Donc, je ne me suis pas présenté, moi je suis en direction de la stratégie et des relations institutionnelles de NeoEco. On porte un projet de recherche où on travaille avec Phil Grand aussi, d'ailleurs, sur ces sujets-là. Et donc, on se pose la question justement des indicateurs. Alors, on s'est beaucoup appuyé sur Indicasol. Et après, on se pose la question de comment transférer les indicateurs qui sont vraiment de la recherche fondamentale. On a des pilotes, on a du suivi pour le côté un peu opérationnel. Et donc, je voulais savoir comment vous aviez abordé ces questions dans le référentiel. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre question. Alors évidemment, le lien avec Indicasol, il est très important, hein, puisque effectivement, c'est un peu le nouveau consensus scientifique autour de la question des indicateurs de qualité des sols. Voilà. Alors nous le travail qu'on a mené, il n'est pas centré sur la question de l'évaluation. C'est pour ça qu'on a précisé en fait que cette partie 3 sur l'évaluation, l'idée c'est avant tout d'aider les porteurs de projets à construire un protocole en fait pour venir prioriser éventuellement certains indicateurs, à avoir aussi en tête à quel spécialiste faire appel, quel bureau d'études, quel expert, etc. On n'est pas rentré dans une granulométrie très fine de quels indicateurs permettent précisément d'évaluer tel aspect précis, au sens où c'est souvent un travail qui se fait de manière assez spécifique en fait à chaque terrain, souvent par un dialogue entre le porteur de projet et un bureau d'études qui va l'accompagner justement dans cette stratégie de renaturation, dans cette stratégie d'évaluation
Pardon. Donc l'idée, nous, c'était plutôt de donner une grille de lecture globale, en fait, d'aider des porteurs de projets qui sont très éloignés de cette question des sols et en fait qui n'ont pas forcément en tête les grands concepts, l'idée de fonction, de service écosystémique, etc., de les aider à prendre conscience qu'il y a ces différentes fonctions, que en fonction des fonctions qu'on va prioriser, ça va aider à prioriser certains indicateurs, les aider aussi à comprendre quels sont les indicateurs plutôt terrain, laboratoire, c'est-à-dire est-ce qu'il va falloir faire venir un pédologue qui va faire un carottage ou une fosse pédologique, ou bien est-ce qu'on est plutôt sur des indicateurs où il suffit, entre guillemets, de faire un prélèvement et de l'envoyer à un laboratoire. L'idée, c'est plutôt qu'au moment où les porteurs de projets rédigent les cahiers des charges, au lieu qu'ils mettent une liste à la Prévert d'indicateurs parce qu'ils n'ont pas forcément en tête à quoi ça correspond, l'idée, c'est de les orienter un petit peu sur à quoi s'attendre. Pour autant, on n'est pas en train de leur donner toute faite une stratégie d'évaluation. Peut-être que Juliette, je ne sais pas si tu veux compléter là-dessus. C'est très complet, mais peut-être pour donner un autre angle, l'idée c'était, pour faire simple, de faire le lien entre le maître d'ouvrage qui est peut-être très éloigné de ces sujets sols, avec au contraire des bureaux d'études sol qui savent, eux, mieux que personne, définir quels indicateurs il faut effectivement aller mesurer sur un sol et un site en fonction de son état et de ce qu'on va faire dessus, etc. L'idée, c'était vraiment de dégrossir, mais effectivement, on ne va pas donner dans ce référentiel un protocole tout fait sur aller mesurer tel indicateur sur votre sol. Enfin, on ne peut pas remplacer en fait un pédologue dans le référentiel. Mais l'idée, ça a été de dégrossir. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a parlé de fonction de sol et surtout d'objectifs de refonctionnalisation. C'est un peu ça le centre de notre référentiel, c'est ces grands objectifs-là. Et après, on a la traduction, comme vous l'a montré Zoé tout à l'heure. Voilà ce qu'il y a derrière ces grands objectifs en termes de fonction. Et à la fin du référentiel, qui intervient presque comme une annexe, en fait, il y a la liste des indicateurs possibles pour chaque fonction qui sort tout droit de Indicasol, justement. On a complètement fait le lien avec cette publication-là. Voilà. Ok, je vous remercie pour la réponse. Oui, je pense juste compléter ce que dit Juliette, mais c'est exactement ce que je souhaitais dire, c'est que les ateliers ont permis de montrer qu'il y a un savoir-faire dans les bureaux d'études qui commence à se montrer, mais c'est nouveau. Il n'y a pas forcément de consensus et qu'on ne pouvait pas à ce stade, en fait, proposer quelque chose de plus précis que des paramètres analysés. Et c'est déjà important, ce qui a été fait, je trouve, c'est de relier les paramètres à des fonctions. Maintenant, la quantification de la fonction, elle nécessite une méthode de scoring ou autre, mais plusieurs, finalement, solutions sont possibles. Certains bureaux d'études souhaitent ne pas utiliser une méthode de scoring, mais plutôt qualifier les sols avec leurs propres connaissances. Donc aujourd'hui, il était presque impossible finalement de proposer quelque chose de carré et utilisable comme un plug-and-play. C'était pas, à l'heure actuelle, ce n'est pas possible. C'est pas exclu qu'à l'avenir, on y arrive, mais aujourd'hui, les bureaux d'études sont naissants sur ces sujets et je pense qu'il faut leur laisser leurs compétences et leur laisser la possibilité de mener des études avec leur propre retour d'expérience. Ok, merci, c'est très clair. Et on peut peut-être prendre les deux questions en même temps, enfin l'une après l'autre. Camille Lebizic et puis ensuite Patrice Duny. Ou Patrice Duny, ou Patrice Duny d'abord, si vous arrivez avec le micro. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Pas de souci. Donc Patrice Duny, directeur de l'agence d'urbanisme de Caen en Normandie. Merci pour ces apports très intéressants. J'ai une question qui se pose à moi, parce que c'est une question que nous posent les élus dès qu'on se lance dans ce type de proposition, c'est combien ça coûte. La question de la renaturation est une question qui commence à intéresser, la question des sols également. En revanche, on est totalement démunis, y compris nous-mêmes, pour répondre sur... Alors vous allez me répondre que ça dépend de l'ampleur, mais est-ce qu'on a des idées sur combien coûte une phase préalable, combien coûtent des travaux de renaturation selon tel ou tel contexte, et surtout, et je pense que c'est important de le souligner, il y a des éléments de gestion par la suite, et c'est pas parce que les investissements sont faits qu'on a terminé. Si on veut renaturer, je pense qu'il faut s'inscrire dans, et vous l'avez dit d'ailleurs, dans un temps long, et ce temps long va générer une gestion, et cette gestion va générer un coût. Est-ce que le référentiel prévoit d'avoir des éléments de cadrage généraux économiques sur le sujet? Merci. Alors,
Merci beaucoup pour votre question. Alors effectivement, c'est une question cruciale qu'on nous pose souvent. Nous, dans ce référentiel, on a choisi de faire référence à un travail assez approfondi sur la question qui a été mené l'an dernier par notamment le CIRED, il me semble, et la chaire de comptabilité écologique, qui s'appelle « Décrypter les coûts de la restauration des sols urbains », qui a été fait par Charles Clermont et Mathilde Salin. Donc, voilà, il y a la référence de ce travail dans le référentiel. C'est un travail assez approfondi. Alors, je n'ai pas en tête les fourchettes exactes, mais en gros, il propose... C'est entre 50 € du mètre carré pour la fourchette basse et pour les en vrai, ça va jusqu'à plus de 800 € par mètre carré, mais l'étude signale que les coûts médians, c'est entre 50 et 350 € du mètre carré. Ouais. Après, l'étude va un petit peu plus loin dans justement ce que vous disiez par rapport à l'état initial du site, par rapport à l'état final visé, et notamment en particulier, ce qui va faire varier énormément, ça va être les coûts de dépollution. Oui, je peux rajouter que c'est les coûts des pollutions qui finalement sont importants par rapport à ce coût de 800 €, enfin le maximum qui a été défini. Mais il faut savoir qu'il intègre la dépollution. Et donc, les coûts sont bien... Enfin, je trouve que le travail est bien fait parce qu'ils ont décomposé en fait la renaturation par itinéraire technique. Et donc, en fonction de l'état initial des sols, l'itinéraire n'est pas le même et donc les coûts ne sont pas les mêmes. Et on peut imaginer qu'en fonction de l'état de dégradation des sols, les coûts peuvent être plus importants que quand le sol est moins dégradé. Voilà. Donc, en fonction de ton état de dégradation, les coûts sont estimés, ce sont des grandes fourchettes. Et je vous avoue que sur la dépollution, ça a été difficile parce que c'est vraiment le sujet sur lequel il y a beaucoup de variabilité. On peut réessayer Camille Le Bilic, si vous réussissez à ouvrir votre micro. Alors, on a vu que le micro était ouvert, mais on ne vous entend pas. Donc, vous pouvez peut-être mettre votre question dans le chat et en attendant, on va prendre la question de Madame Francine Deprat. J'ai l'impression que votre micro est fermé. Voilà, vous m'entendez? Voilà. Oui. Merci. Merci pour votre présentation. Vous avez évidemment fait référence à la comptabilité écologique, donc évidemment je me sens interpellée puisque je suis actuellement au pilotage d'un programme qui s'appelle Urbanité soutenable dans le cadre du CERCES et donc qui nous permet de travailler sur les coûts sociaux, les coûts environnementaux dans le cadre de projets d'aménagement notamment. Et d'ailleurs, vous étiez présent hier à notre atelier. Et je crois que nous avons des liens évidemment à opérer, notamment vous avez soulevé, certains d'entre vous ont soulevé la question des indicateurs. Pour nous, ça va être très très important, cette question des indicateurs, de leur choix en fonction des projets, mais aussi des territoires sur lesquels ça va se réaliser. Parce que les territoires sur lesquels nous allons intervenir sont des territoires souvent mixtes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas simplement destinés à une fonction, ils peuvent avoir plusieurs fonctions. Donc, tous ces éléments, nous avons maintenant besoin de les réanalyser peut-être ensemble de manière plus efficace, de manière aussi à répondre à un enjeu qui va être très important, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de renaturer un sol ou de le remettre en état de qualité fonctionnelle en fonction des objectifs que poursuit le maître d'ouvrage, mais aussi de le maintenir dans cet état et à quel coût. Et ça aussi, c'est un enjeu important et ça oblige à penser la question de la comptabilité à tenir à la fois pour les collectivités et pour les entreprises et comment se répartit la charge de
de cette bonne maintenance en qualité. Donc, il y a tout un travail de réflexion aussi à mener du point de vue économique, de manière à ce que nous engageons, et qui est forcément très complexe, réponde aussi à la réalité de ce que les acteurs seront en capacité de faire et de prendre en charge en toute responsabilité. Merci beaucoup pour cette question. Ce n'est pas vraiment une question d'ailleurs. Oui, Hein. cette C'est remarque. plus une interpellation. Oui, mais j'ai quand même envie d'y répondre, même si c'est pas une question, avec le fait qu'on a bien ces éléments-là en tête, et comme on l'a d'ailleurs évoqué à votre groupe de travail hier aussi, on essaye à l'Institut de vraiment réfléchir à la globalité de la transition foncière, c'est-à-dire de la préservation à la restauration, en passant par les enjeux de modèles économiques que vous citez, mais aussi de modèles de connaissance. On travaille beaucoup sur la question de la connaissance de la qualité des sols, et donc sur cette question du modèle économique. Pour nous, ce référentiel renaturation, il se connecte aussi à notre projet de bilan d'opération de transition foncière, qui est vraiment, fonctionne comme un système de bonus-malus pour les opérations d'aménagement, qui va venir alourdir le coût des opérations qui vont avoir un impact négatif sur les fonctions des sols, et en même temps venir visibiliser la dette réduite qu'on peut avoir en comptabilité écologique lorsqu'on renature des sols. Donc voilà, les deux sont bien sûr liés, et on essaie de penser l'étape d'après à travers notre pôle plaidoyer aussi, pour essayer déjà de faire en sorte que, une fois qu'on aura publié ce référentiel de renaturation, qui a vraiment cette approche fonctionnelle des sols, ce qui manque parfois, comme le rappelait Zoé en introduction, il puisse être utilisé vraiment à une échelle assez large, d'où le trio de partenaires aussi qu'on a mis autour de la table. Et puis, de la même manière que cet outil sur le modèle économique, le bilan d'opération de transition foncière, puisse vraiment avoir une réalité et venir alourdir des projets, alourdir financièrement des projets artificialisants, et à l'inverse, venir donner de nouvelles recettes pour les projets en renaturation. Il y avait donc la question de Madame Lévy. Juste pour relever quand même un point de langage, excusez-moi. La question, ce n'est pas d'alourdir, justement. C'est de répartir, au contraire, la dette écologique. Et c'est un concept, c'est complètement nouveau comme concept économique. Et la manière dont on va le faire, justement, nous allons essayer de le mettre en œuvre, c'est justement d'éviter ce blocage qui pourrait d'alourdir une charge économique. Ce n'est pas du tout ça. La question, c'est comment cette dette écologique se répartit et n'alourdit pas la charge financière des collectivités et des maîtres d'ouvrage, mais au contraire, répartit d'une certaine manière, parce que les questions, pour le coup, de bilan, au sens strict du terme, c'est-à-dire un bilan comptable, peut être complètement reconfiguré à partir de ce concept de dette écologique. Bon, je parle bien de bilan comptable. Oui, bon, alors on n'a peut-être pas exactement des objectifs. Mais les deux, non, mais c'est l'articulation des deux. C'est l'articulation des deux, justement. Par rapport à ça. Oui, la question de Mme Lebizic dans le chat. Juste avant, pour finaliser les questions économiques, dans le chat, vous avez également une réponse de Mme Cécile Le Guen sur des éléments de coût, enfin de levier économique qui ont été travaillés notamment dans le projet des villes. Donc il y a le lien du projet des villes et également le lien de l'article de Charles Flaron et Mathilde Salin dans le chat. Et donc, Mme Lebizic, donc vous vous demandiez, si j'ai bien compris, pourquoi le stockage de carbone ne faisait pas partie des fonctions. Alors, peut-être qu'on est passé un peu vite dessus, je vous remets juste la présentation. Bien sûr, le stockage de carbone est crucial et on sait bien que c'est que la préservation des sols, enfin voilà, est aussi beaucoup liée à celle du stockage de carbone dans les sols. En fait, il ne figure pas parmi les objectifs, au sens où l'objectif d'un projet en tant que tel ne va pas forcément être de stocker le carbone. Par contre, dans les fonctions des sols, il y a celui du stockage, recyclage et transformation de la matière organique, et qui va permettre, alors sur ce schéma, on n'a pas forcément tous les liens
de causalité, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'objectifs qui sont liés à cette question du stockage de carbone. Mais évidemment, c'est quelque chose qui est pris en compte en fait, de manière un peu transversale dans plusieurs des objectifs, que porte un projet de renaturation. Je vais juste remettre la dernière slide. S'il n'y a pas d'autres questions à ce stade, on vous remet donc ici le QR code et puis le lien sur lequel vous pourrez cliquer quand on vous aura envoyé la présentation vers l'appel à manifestation d'intérêt, donc qui est ouvert jusqu'au 6 juin. Voilà, pour rechercher nos 4 tests qui seront conduits au courant de l'été et pour voilà, espérer publier la version définitive de l'outil à la fin de l'année. Voilà, il y avait juste un message dans le chat, je crois, de Madame Héloïse Deschamps, qui, enfin, je ne sais pas si vous voulez vous exprimer, mais qui appelait enfin, voilà, à des contributions par rapport à son travail de mémoire. Voilà, n'hésitez pas à consulter le chat si vous voulez répondre à Madame Deschamps. Et merci à tous et à tous pour vos questions. Pour votre participation à ce webinaire. Si on n'a pas d'autres questions, on va le clôturer. Vous remercier à nouveau sincèrement de votre participation et de votre intérêt pour ces travaux. N'hésitez pas à nous faire voilà, des réponses dans l'appel et manifestation d'intérêt ou des retours par mail. Tout retour est bienvenu sur le fond, sur la forme de l'outil ou autre. On les prendra et avec considération. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée.